Bonjour à tous, je représente l'UIF, donc l'Union des identités françaises. Le but de cette organisation, c'est de fédérer le plus de personnes possible afin que plus aucun noir ou minorité soit attaqué, soit esseulé, peu importe l'endroit où il se trouve. À mon sens, c'est pas normal. On a eu l'idée de fonder ce mouvement à cause du petit qui s'est fait pourchasser dans la Creuse, qui aujourd'hui est avec nous, on l'accompagne, on est avec lui. Le but de cette interview aujourd'hui, c'est une sœur qui s'appelle Francesca. Elle a vécu une situation extrêmement difficile. Il y a les vidéos on va vous démontrer par la suite, mais on va les flouter parce que c'est dur à regarder, c'est dur à voir. Et il n'y a aucune chose au monde qui puisse justifier ce qu'elle a vécu. Et il faut faire du bruit par rapport à cela, parce que si on ne fait pas du bruit pour les nôtres, si on ne partage pas nos histoires, et si on continue de les invisibiliser en pensant que les médias feront des choses pour nous, on se leurre. C'est à nous d'agir pour nous, c'est à nous de faire les choses, c'est à nous de partager l'information. Aujourd'hui, c'est nous le média. Je vais la laisser s'exprimer et se faire interviewer par une membre du groupe, et c'est important que vous écoutiez son message, et je vous laisse réagir là-dessus. Merci à vous. Des gens. Il n'y a pas de grossesse. Regardez cette grosse p***. Tu vas m'en s'il te plaît, ça. Ouais, je vais l'afficher aujourd'hui. Hop, mets bien la caméra. Eh quoi? Tu m'as dit. Wesh les yeux. Mets ça de côté. Ça aujourd'hui, tu vas rentrer ensemble, sinon tu vas pas être tranquille. Tu fais quoi là? Sale grosse p***. Va. Bonjour Francesca, Bonjour Amandine. je te souhaite la bienvenue et je te remercie de nous avoir accordé ton témoignage. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter brièvement, en quelques mots. Je m'appelle Francesca, j'ai 22 ans, je suis étudiante. Avant j'étais basketteuse de haut niveau, puis là j'ai décidé de reprendre l'école après mon accouchement. Donc moi j'ai vu la vidéo de ton agression et très choquant. C'était vraiment très choquant. Donc sur la vidéo, on te voit avec ton nourrisson de quelques mois te faire agresser par plusieurs personnes. Donc est-ce que tu peux nous contextualiser ce qui s'est passé et comment ça en est arrivé à une telle violence? Alors le mobile de l'agression, je ne le connais pas parce que j'ai jamais eu de conflit avec les agresseuses directement. Mais d'après les rumeurs, ce serait pour des hommes. D'accord, ça serait pour des hommes. Donc tu n'en sais pas plus. C'est ça. Et du coup, ce jour-là, tu m'as expliqué tout à l'heure que tu sortais de chez la grand-mère du coup de ton bébé, de ton enfant, et que ces personnes t'attendaient en bas de chez la grand-mère. Donc en fait, on t'a tendu un guet-apens. Du coup, je sortais bien de chez la grand-mère paternelle de mon fils. Et du coup, en allant voir un ami proche avec le père de mon enfant, à ce moment-là, les agresseuses m'attendaient directement sur place, mais j'étais pas informée. Donc tu as été surprise. Et la personne qui t'accompagnait, du coup, qui était le père de ton enfant, il connaissait ces personnes? Il les connaissait très bien parce que c'est sa voisine. C'est sa voisine et ils parlaient beaucoup ensemble. Et quelle a été sa réaction à lui durant l'agression? Parce que moi, dans la vidéo, je vois une personne qui porte le bébé, le nourrisson, et tu m'as expliqué que c'était lui qui tenait le nourrisson. Donc du coup, quelle a été sa réaction au moment de l'agression? Est-ce qu'il avait déjà le nourrisson dans les bras lorsque tu as été prise à partie? Ou est-ce qu'il a pris le nourrisson pour que tu puisses te défendre? Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, j'avais mon fils dans les bras à ce moment-là, il conduisait. Et puis, dès qu'on est arrivé sur le lieu de l'agression, il m'a juste dit « elles sont là ». J'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Il est sorti de la voiture, ça a décentralisé toutes les portes. Et quand je me suis retournée pour ouvrir ma porte à moi, elle s'est ouverte et c'est là que j'ai reçu les premiers coups. Du coup, je me suis juste recouvrée sur mon fils. Et à ce moment-là, lui, il me demandait juste de lui passer l'enfant pour que je puisse me battre, alors que moi, je lui demandais juste de partir du C.
Et du coup, j'ai voulu ressortir par le côté conducteur d'où elle était sortie, mais une deuxième personne arrivait, ça veut dire que je recevais des coups des deux côtés. J'avais juste mon fils qui était entre mes jambes et mon torse. Mais juste après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors après ça, je suis sortie de la voiture. Je continue à crier un peu sur le père de mon enfant pour partir. Je lui ai passé l'enfant et j'ai voulu m'éloigner de la scène. Sauf que les filles, elles m'ont suivi. Du coup, à ce moment-là, j'étais avec mon ami proche qui me défendait. On le voit séparé sur la vidéo. Et il y a eu une deuxième partie de l'altercation. Du coup, là, à ce moment-là, j'étais vraiment plus dans la voiture, j'étais dehors. Et les deux filles, elles me donnaient des coups, j'étais debout. À un moment, je lui ai tenu les bras et je lui ai dit que je voulais pas me battre. Et juste de me laisser tranquille. Mais les deux, elles continuaient. Ensuite, on est descendu et j'ai découvert qu'en fait, la route, c'était une impasse, c'était un cul-de-sac. C'est-à-dire que je ne pouvais plus partir. Et à ce moment-là, je parle avec mon ami encore proche et c'est là que la vidéo commence. Et du coup, là, elles me reprennent à partir à deux. Et voilà. Donc, il y avait combien de personnes en tout? Alors, il y a les deux agresseuses, le père de mon enfant, celui qui sépare dans la vidéo et il y a un homme qui filme la scène, qui est un ancien ami à moi et aussi l'ami des agresseuses. Donc, à la suite de ça, est-ce que tu es immédiatement allé faire constater tes blessures? Qu'est-ce que tu as fait ensuite? À ce moment-là, j'étais encore sous le choc. Ça veut dire que je ne réalisais pas vraiment ce qui s'était passé. J'étais un petit peu sonnée. Du coup, à ce moment-là, je suis restée avec mon ami proche. Elles sont parties. Puis, du coup, juste après l'agression, j'étais encore sonnée dans le déni. Ça veut dire que je n'ai pas réalisé ce qui se passait. Ça veut dire que j'ai eu le temps de parler avec mon ami proche pour comprendre, mais au final, il est reparti avec les mêmes filles. Et le père de mon enfant, il est parti aussi avec les filles, c'est-à-dire qu'ils étaient tous ensemble. Et moi, j'étais seule, amochée dans ma voiture avec mon fils. À ce moment-là, j'ai juste eu le temps de le ramener à ma mère, je ne sais pas comment j'ai fait. Et après, je me suis écroulée. Et quand je me suis réveillée, la police et les pompiers, ils étaient chez moi. Et après, du coup, je suis partie à l'hôpital. Puis après, je suis partie à l'hôpital Hôtel-Dieu pour faire constater mes blessures par le médecin judiciaire, un truc comme ça. D'accord, donc tu es partie aux unités médico-judiciaires. Est-ce que tu as eu des jours JTT? Oui. Combien? Je sais pas. Tu sais plus. Ok. Et ensuite, quelles ont été tes démarches judiciaires? Tu es partie déposer une plainte? J'ai déposé plainte sur le moment, du coup le 21. Puis après, il y a eu plusieurs compléments de plainte pour menaces répétées, parce que du coup, elle continue à me chercher, sauf que j'avais déménagé. Pour diffusion et enregistrement de la vidéo, parce qu'ils se sont diffusés la vidéo entre eux. Et elle est même arrivée à mon travail. Ça veut dire que j'ai dû quitter mon travail. Jusqu'à la dernière plainte d'il y a un mois, parce que du coup, elles m'ont fait du chantage, des insultes et des menaces. Est-ce que tu es accompagnée par un avocat dans toutes ces démarches? Est-ce que tu as été accompagnée tout au long de la procédure? Non. Déjà, je ne savais pas que la plainte a été classée sans suite, on ne m'a pas prévenue. Et ensuite, quand j'ai commencé à en parler, l'avocat il m'a demandé 7 200 € et que j'ai pas toujours. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai pas été suivie. Mais combien de temps après la plainte, toi, tu t'aperçois qu'elle a été classée sans suite? À peu près, j'ai laissé 1 an passer. D'accord. Parce qu'on m'avait dit que c'était long. Entre-temps, comme il y a eu plusieurs compléments de plainte, on m'a jamais averti que j'ai fait un complément de plainte alors que l'histoire était déjà classée sans suite. Sauf qu'on m'a même pas prévenu. Ça veut dire que pour moi, l'histoire, ça allait prendre du temps. C'est tout ce qu'on m'a dit au commissariat. On m'a dit que ça allait prendre du temps, du coup j'attendais. Comment tu as été reçue la première fois quand tu as déposé plainte? Et qui t'a reçue? J'ai été reçue par un officier de police. Mais quand j'ai expliqué l'histoire, j'ai l'impression, il me prenait assez de haut. J'ai l'impression que pour lui, c'était juste une querelle. Il me prenait vraiment pas au sérieux. Pour lui, c'était, comment dire... On t'a pas donné ton statut de victime, en fait? C'est ça, pour lui, c'est juste une embrouille entre noirs et arabes. Ça arrive tous les jours. Et franchement, je lui disais j'avais des preuves. Il voulait même pas les prendre. Il disait plus tard, vous reviendrez pour les déposer. Et quand je disais des choses, il les écrivait même pas toutes. Et du coup, il me prenait vraiment de haut et j'étais super gênée. Je regrettais carrément d'être venue. Est-ce que tu as bien relu ta déposition après avoir déposé ta plainte? J'ai relu ma déposition, mais après, parce que sur le moment, j'étais... Tu l'as signée sans la relire? Non, je ne l'ai pas relue. Le moment même, je ne l'ai pas relue. D'accord. Et du coup, voilà.
Et durant toute cette procédure, tu n'as pas été accompagnée par un avocat, tu as fait ça toute seule? Non, j'ai fait ça toute seule. Je D'accord. savais pas quelle procédure faire. Donc tu n'avais pas accès au dossier, du coup, Non. durant la procédure. Pourquoi aucun adulte ne t'a accompagné pour déposer plainte? Parce que tu as quand même subi un traumatisme. Bah, à ce moment-là, c'était sur le moment même. Ça veut dire qu'en soi, il n'y avait personne. Il y avait juste ma mère qui gardait mon fils et mon petit frère qui ont le même âge, c'est-à-dire 2 bébés. Et ça veut dire que bah, je pouvais y aller avec personne. Dans ton entourage, tu n'avais personne de... Parce que tu es très jeune, tu as 22 ans. À l'époque, tu avais 20 ans. 20 ans. Donc même si tu es majeur, en soi, c'est très jeune. Tu n'avais aucun adulte de ton entourage pour t'accompagner dans ta démarche. Non, aucun. Et pas d'avocat non plus. Tu ne savais pas que tu pouvais te faire qu'il était même préférable de te faire représenter par un avocat pour ces démarches-là. Non, je ne savais pas du tout. D'accord. À chaque complément de plainte que tu as fait, qui t'a incité à faire un complément de plainte? C'est de toi-même que tu as eu cette initiative-là? C'est ma mère qui me disait que je pouvais faire des compléments de plainte. Et pour moi, c'est quelque chose... Enfin, pour moi, j'allais me sentir plus en sécurité. Mais à chaque fois que j'allais, c'était pire. Surtout pour les menaces répétées, je me suis dit, bah là, il va se passer quelque chose. Peut-être qu'ils vont me mettre en sécurité, peut-être qu'ils vont faire un truc d'éloignement. Sauf qu'ils n'ont même pas contacté les agresseurs. Et ça veut dire que ça servait strictement à rien ce que je faisais. Donc ça veut dire que même malgré le fait que tu aies déposé plainte, tu t'es pas senti soutenue, protégée du coup par... Pas du tout, voire abandonnée. Hein. Là, t'as carrément eu un sentiment d'abandon. Oui. Est-ce que tu avais déjà été confronté à ce genre de choses, à la violence ou aux forces de l'ordre, ou jamais ça a été ta première fois? Non, en soi, pour une histoire comme ça a été la première fois. C'est pour ça que je ne savais pas comment réagir, quoi faire, ni avec qui aller. J'ai jamais été confrontée au règlement de compte, querelle, bagarre. C'est vraiment un milieu qui n'était pas connu pour ma part. D'après ce que tu expliques, tu es une sportive et tu as quand même eu un parcours assez prestigieux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce niveau-là? Comment ça t'est venu et comment tu es arrivé à ce niveau-là? Parce que c'est pas donné à tout le monde pour qu'on comprenne qui tu es en tant que personne, vraiment. J'ai toujours été très sportive parce que j'avais besoin de me défouler quand j'étais petite. Ça veut dire que j'ai commencé par de l'athlétisme. Et après ça, à l'école, le mercredi, il n'y avait qu'une seule activité et je ne pouvais pas rester toute seule chez moi. Du coup, ma mère m'a inscrite au basket. Et là, je me suis découvert un talent pour le basket. Ça veut dire 2 ans après mon début, j'ai joué déjà en élite. Puis après, j'ai décidé de rester sur le 3-3 parce que ça venait de sortir. Ça devenait comment ça s'appelle? Une épreuve au JO. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et du coup, j'ai voulu me perfectionner là-dessus pour participer au JO après. Et je suis montée très très vite au classement. Et j'ai fait les Open de France Junior. Et à ce moment-là, j'étais 2e au classement national. Après, c'était beaucoup d'entraînement. Je m'entraînais 5 à 6 fois par semaine. J'avais juste 1 ou 2 jours off. Et ensuite, j'enchaînais sur le 5-5 et le 3-3. Et ça veut dire tous les week-ends, j'avais des tournois et des matchs. Et tu faisais ça en plus des cours et du travail, si je comprends bien? En même temps que les cours. Ok. Donc même après ton enfant, tu continues quand même le basket ou est-ce que tu as mis ça en pause ou... Non, parce qu'après mon enfant, j'étais interdite de jouer au basket. Parce qu'ils ont fait passer une loi où on ne pouvait plus se couvrir la tête pour jouer au basket. On était interdite de jouer. Ça veut dire qu'on était virés de tous les tournois. Et comme j'étais voilée, j'avais plus le droit de faire du basket. D'accord, donc tu as dû mettre fin du coup à ta carrière sportive par rapport au fait que tu sois voilée. C'est ça. Comment tu le ressens? Parce que c'était un épanouissement, du coup, comment tu le vis Je l'ai très mal vécu et j'ai commencé un combat contre la Fédération française de basket pour pouvoir porter parce qu'on était vraiment nombreuses à vouloir jouer et qu'on était interdites de jouer, voire humiliées. Mais du coup, ça n'a pas fonctionné. Et comme moi, c'était vraiment ce qui me permettait de me défouler, j'ai commencé à être mal, extrêmement mal, mais j'avais plus trop le choix. Et surtout que j'avais arrêté l'école pour le basket, comme j'étais à haut niveau. C'était ton métier. C'est ça, j'étais payée rémunérée pour le basket. Du coup, je m'étais autorisée à arrêter l'école, sauf que là, j'avais l'impression d'avoir un peu tout gâché pour rien. Et maintenant, est-ce qu'actuellement tu vas bien? Est-ce que tu as pu être accompagnée sur le plan psychologique? Par rapport au basket? Par rapport à tout, par rapport au basket, parce que ça fait partie d'une épreuve que tu as dû vivre difficilement, mais aussi par rapport à l'agression que tu as subie en janvier 2024 et toute la procédure qui s'en est suivie, et le fait que tu sois encore
jusqu'à présent harcelé, si on peut dire, par tes agresseurs. Comment tu le vis et est-ce que tu t'es fait accompagner sur le plan psychologique? Par rapport au basket, je ne me suis pas fait accompagner. Après, le problème, on va dire, c'est que je ne le montrais pas aussi. Parce que j'ai toujours été sur les réseaux, surtout grâce au basket. Et ça veut dire que j'ai voulu garder cette image parce que je savais que j'étais l'exemple de beaucoup de jeunes, enfin plus petites que moi du coup. Parce que je recevais beaucoup de messages et je voulais toujours montrer ce côté fort en moi, courageuse, battante, qui lâche rien. Ça veut dire que je ne me permettais pas de montrer une image triste alors que ça m'affectait énormément parce que le basket, c'était vraiment toute ma vie, je mangeais basket. C'était tout le temps basket, basket, basket. Et après l'agression, j'ai eu un suivi et mon fils aussi. Je voyais des psychologues et des psychiatres. On m'a même proposé des traitements que j'ai refusés parce que ça me fatiguait énormément. Et ça a duré extrêmement longtemps. Et là, j'ai voulu arrêter pour me persuader que ça allait mieux. Mais récemment, j'ai eu une expertise d'un psychiatre et elle m'a dit que ça continuait. Et du coup, je dois être resuivie encore. Et du coup, aujourd'hui, tu en es où? Du coup, après, j'ai décidé de... On va dire, je me suis mis un petit coup de boost après tout ce qui s'est passé. Ça veut dire, j'ai passé mon permis, j'ai trouvé mon appartement, j'ai repris l'école. Mais on va dire que ma santé mentale, en fait, j'ai jamais réellement fait un focus là-dessus et c'était le plus important parce qu'aujourd'hui, je sais pas, c'est ce qu'on parle de ça. Bien sûr. Et est-ce que tu as pu trouver un avocat aussi pour t'accompagner dans cette démarche? Parce que du coup, la plainte a été classée sans suite, mais toi, il me semble que tu as fait la démarche d'écrire au procureur. Donc, qui t'accompagne dans cette démarche? Du coup, après avoir posté la vidéo, j'ai eu plusieurs retours d'avocats. Il y en a qui étaient plus chers que ce que j'ai trouvé, mais sinon, j'avais trouvé un avocat qui était prêt à m'aider pour 7 200 €. D'accord. Et c'est des fonds que j'avais pas. Sur ça, j'ai décidé d'ouvrir une cagnotte qui pouvait m'aider. Et voilà. Après, en tout cas, sache que tu as la possibilité de bénéficier ici en France de l'aide juridictionnelle. C'est une aide qui est offerte à tous les Français en fonction de tes revenus. L'avocat peut être pris en charge à 100% ou à 80 ou 25%, c'est en fonction de tes ressources. Donc c'est une éventualité à laquelle tu devrais penser. Et je te souhaite de trouver un avocat qui puisse te comprendre et t'accompagner dans ta démarche. Je te souhaite également de pouvoir te reconstruire. La santé mentale, c'est très important. Si tu as un message à faire passer aux jeunes femmes comme toi, parce que tu n'es pas la seule dans ce cas, je trouve qu'il y a une recrudescence de la violence ces dernières années. Donc quel serait le message que tu pourrais faire passer? Je sais que, on va dire, c'est compliqué déjà d'aller planter. Le fait juste de planter, c'est compliqué. Mais on ne devrait pas lâcher. Parce que quand on subit une injustice, on doit obtenir réparation. C'est difficile sur le moment, mais une fois que la machine est lancée, on peut qu'être soulagé. Et je trouve que pour atteindre, dans notre processus de guérison, on doit entendre, oui, ces personnes sont coupables et nous, on est réellement les victimes. Et on doit obtenir réparation juste pour être bien mentalement. Il y a une question que j'ai oublié de te poser, Francesca, c'est de savoir si les protagonistes, ils ont au moins été entendus par les enquêteurs avant le classement sans suite. Est-ce qu'il y a eu un travail? Est-ce qu'ils ont été entendus, ces personnes? Non, il faut savoir que dans l'avis qu'on m'a donné au tribunal, on m'a dit le motif du classement sans suite, c'est auteur inconnu. Alors que dans toutes mes plaintes, j'ai donné leur nom, leur prénom, leur adresse, leur numéro de téléphone. Ça veut dire que c'est moi, je leur ai donné toutes ces informations, ils n'avaient même pas à les chercher. Et même les appeler juste pour les convoquer ou les entendre sur ce qui s'est passé, ils ne l'ont pas fait. Et personne a été inquiété dans toute l'histoire. Ni celui qui a filmé, ni les agresseuses, ni le père de mon enfant, ni celui qui a séparé. Il n'y a personne qui a été entendu. Et ils continuent de te menacer aujourd'hui, toi, ta famille? Est-ce que tu as dû déménager? Moi, j'ai décidé de déménager parce que j'avais peur. Après, ma mère est toujours au même endroit. Après, il y a eu des menaces quelques mois après l'agression. Et aujourd'hui, les menaces, on va dire, c'est pas physique, mais c'est plus... à cause de cette histoire, j'avais eu un signalement à l'ASE. Et là, elle menace de tout faire. Ça veut dire sortir des vidéos compromettantes, sortir des vidéos sur mon fils, alors que moi, je l'ai toujours préservé des réseaux. Mais là, pour me provoquer, elles veulent le faire. Et elles ont dit qu'elles allaient continuer à faire des signalements jusqu'à ce que je perde la garde de mon fils. Et c'est ça leur but.
Et du coup, bah, ça, c'est dans le dernier appel qu'il y a eu il y a à peu près 3 semaines, 4 semaines. Est-ce que ton bébé, il a eu des séquelles, parce que tu m'en as parlé, et est-ce qu'il va mieux? Le bébé, il était avec toi quand ça s'est passé? Pour mon fils, ça a été découvert à la crèche. Il avait une réaction au bruit, sauf qu'à la crèche, il y a des bébés qui pleurent. Ça veut dire qu'à chaque fois que des bébés pleuraient, ils étaient tétanisés, ils se braquaient. Mon fils, il bougeait plus. Même son alimentation, elle a changé, elle avait énormément diminué. Il cherchait, au début, il commençait à chercher les trucs des mains, c'est-à-dire qu'il allait bouger ses doigts. Mais après l'agression, c'était juste ses yeux qui bougeaient. Il pouvait rester toute la journée allongé et juste il suivait des fois du regard. Et ça veut dire après, la crèche nous a avertis et il a été beaucoup plus suivi. C'est au bout de combien de temps, ça, du coup, qu'ils s'en sont aperçus? À peu près 4-5 jours après l'agression. Ah, donc c'était très, très rapide. Ah oui, c'était très très rapide. Tu as dit que tu avais eu des séquelles aussi à ton niveau. C'est moi j'ai été le plus touchée parce qu'en soi, comme j'ai voulu le protéger, j'ai encaissé beaucoup de coups sur tout le corps. Je suis née avec plus de 15 hématomes, je suis née avec un traumatisme crânien. J'avais des somnolences, j'ai perdu connaissance aussi parce que j'ai reçu un gros coup sur la tête qui ensuite m'a fait frapper ma tête au sol. Ça veut dire que j'ai eu une perte de connaissance. Et ensuite voilà, trauma crânien, perte de connaissance, hématome, somnolence, vomissement. Et après c'était plus, enfin déjà physiquement j'étais atteinte, mais psychologiquement c'était encore plus dur on va dire. Parce que j'avais toujours ce stress de est-ce que ça va recommencer, j'avais peur pour mon fils. Ça veut dire qu'à un moment je le déposais plus à la crèche parce que je me disais que je pouvais encore subir une agression, surtout que je me sentais pas protégée. La police ça faisait vraiment pas son travail. Et du coup voilà, c'était vraiment aussi psychologique que ça m'a atteint et je pense que je suis toujours atteinte actuellement. En tout cas, je te trouve extrêmement courageuse, ne serait-ce que par les combats que tu mènes, ne serait-ce que par rapport à ce que tu as vécu avec le basket. Et en tout cas, on est avec toi. On est avec toi, on va t'accompagner. Tu es dans un groupe où on est solidaire, où on peut t'écouter, tu peux te livrer, te confier. Je pense que c'est important aussi. Et au niveau de tout cela et de ce que tu as vécu dans cette mêlée, toi, tu ne t'es jamais bagarré, en fait, si je comprends bien. Tu as toujours été dans un objectif de croissance vis-à-vis des rêves et des projets que tu as, mais tu n'as jamais été dans des rixes ou dans ces choses de quartier-là, telles qu'on peut le connaître ou le voir à travers les médias. Pas du tout, j'ai toujours été éloignée de ça. Après, même pour moi, j'avais toujours une image à tenir. Ça veut dire que je ne me permettais pas de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Mais on va dire que c'est à partir de là que j'ai commencé à être mal. Et voilà. Sinon, j'ai jamais vraiment connu ce truc de violence, de règlement de compte, de rixes et tout. En tout cas, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, ils ne savent pas où tu vis, ni où ton enfant va à l'école, etc. Aujourd'hui, le père de mon enfant, il sait où est la crèche de mon fils. Ok. Et lui, tu n'es plus en contact avec lui, du coup? Non. Vous n'avez plus aucun contact? Non. D'accord. Bah, écoute, merci à toi de nous avoir livré ton témoignage. J'espère que ton enfant se porte bien également. Et je te souhaite d'obtenir ton statut de victime. En tout cas, nous, on sera là pour t'accompagner, te soutenir. On espère que tu seras désormais écouté, accompagné et que ton statut de victime sera reconnu. Merci.